Yes. Bonsoir tout le monde. Comme Bonsoir. d'habitude, en attendant les derniers, moi ce que je vous propose de faire, c'est de faire comme je vais marquer. Regardez, je marque mon prénom, je marque ma profession euh, et je marque l'endroit où je suis. Et comme ça nous permet de voir d'où vous venez. Ok, Dites-nous vas-y, je tout. fais pareil. Alors, Anaïs, coach Nutri et sport dans les Bouches-du-Rhône, Cavaillon et alentours. Théo, kiné, Bruxelles. Florian, enseignant APA dans le 87, c'est Haute-Vienne, 87. Natacha, coach thérapeute sur Ajaccio. Natacha. Oula, j'en pas. Euh, Sandrine, graphothérapeute et psychopédagogue à Amiens. Annie, kinésiologue en Belgique. Hello la team. Audrey, institut maternel au luxe. Seb, praticien RNP à Repentigny. C'était au Québec, tabarnak. Ah non, on m'a dit d'arrêter de dire tabarnak parce que c'est très très vulgaire à ce qui paraît. Mais Ça bon, en l'est. France, ça passe, personne. Personne ne le comprend. Voilà. JR, kiné Perpignan. Yo, il est à Tarbes. Ingrid, assistante maternelle dans le Rhône. Sam, prépa physique kiné à Bordeaux. Mathieu, kiné sport, ostéo, 75, Sénégal. T'es à Paris du Sénégal alors. Euh, Quel quartier ça, de Paris? 75e arrondissement. Karine, enseignante spécialisée et accompagnante en réflexe en Charente-Maritime. Sarah, psychomote à Pau. Bon, il y a quand même des gens qu'on connaît, hein. Soit qui viennent souvent, soit parce qu'ils sont légèrement sur la formation labo. Thierry, éducateur sportif en IME à Orléans. Marc-Antoine, diplômé en éducation physique. Je viens de finir mon master en kinésithérapie. Charleroi. La Belgique est en force ce soir, hein. Euh, Dominique d'Alsace, EJE, accueillante en lieu d'accueil enfants-parents et animatrice d'ateliers d'éveil corporel. Christelle, 91, enseignante spécialisée. Johan, Lyon, spécialiste en hypnose. Et récemment arrivé sur la formation labo, donc bienvenue Johan. Euh, Eric, prépa physique. Super. Everywhere, because il a pas mis de lieu. Donc Eric est partout. Et là, ce soir, ben, pour vous présenter un petit peu ce petit webinaire de formation et d'information, eh ben, vous avez Clément from Canada, Yeah. Québec et Montréal. Montréal, plus précisément. Et bah, on a aussi Seb qui est dans le coin de Montréal, pas dans notre coin. Il y a aussi Fred qui, malgré ses vacances, est présent. Fred, c'est notre optométriste en chef de Labo RNP qui assure un petit peu tous les modules vision chez Labo RNP et qui participe grandement aussi un petit peu dans ce webinaire de par ses apports et ses connaissances. Et puis, voilà, moi-même, Adrien. Moi, je suis aussi curieux, parce qu'il y a encore des gens qui arrivent. Donc, on continue à être curieux. Pourquoi vous êtes là ce soir? Vos attentes. Ouais. Ouais, moi aussi, je mets ma réponse. Et j'attends les votes. J'adore ta réponse, Adrien. Alors, je vais faire pareil que toi. Je suis là Si. parce que tu m'as invité. Trop gentil. Descends un peu ta caméra, Clem. Ah, Labo. J'ai un beau Labo est chandail. partout. J'ai un Est beau partout. chandail. Un beau chandail. Je capote. Ah, c'est écœurant. C'était écœurant. Et c'est là que je dis normalement Hostie tabarnak, mais on m'a dit d'arrêter de le dire, alors j'arrête de le dire. C'est juste qu'en fait, en vrai, c'est comme si tu disais vraiment des gros putains de merde, etc. En vrai, c'est très vulgaire ici, mine de rien.
Et demain, tu as un Français qui ferait ça, tu te dis, waouh, il est quand même vraiment extrême, et c'est ça. Mais attends, au Québec, ils disent tous tabarnak toutes les 2 secondes. À C'est fond, mais oui, bon, ça passe. transgresse-le en France, c'est bizarre. L'avantage que tu peux dire putain dans tous les sens, ça leur fait rien, et à l'inverse, moi, un tabarnak, ça ne me fait rien du tout, quoi. Donc, si on me dit ça, moi, je suis immunisé contre ces insultes. Alors, Audrey, elle est là pour avoir une vue d'ensemble de la neuro avec les enfants. Ouais. Johan, curieux des applications neuro pour les enfants, surtout pour les siens. Sandrine, travaillant spécifiquement avec des enfants ayant des troubles d'apprentissage, je suis forcément intéressé par ce webinaire. Mathieu, mieux comprendre le mouvement et l'améliorer. Et oui, parce qu'en fait, ce qu'on va dire avec les enfants, on brise tout de suite les mythes, est applicable à tout le monde. Euh, Karine, approfondir mes connaissances et passer un bon moment dans la bonne humeur. Ah bah super. C'est ton premier webinaire avec nous, Karine, ou pas? Johan, j'ai un enfant, c'était l'occasion. Et ouais, c'était soit assister au webinaire, soit le mettre au congélateur. Je pense que le choix est un peu plus raisonné. On peut commencer à faire des blagues comme ça? Ah, mais c'est pas ça le sujet de ce soir? Anaïs, je suis là car je m'intéresse aux réflexes archaïques chez les enfants. Je suis également enseignante et directrice d'école en maternelle en parallèle de mon travail de coaching. Oh, un planning bien chargé. Donc, ça va t'intéresser parce qu'on va parler des TDAH. Peut-être que tu es un peu hyperactive aussi quand même, hein. Euh, Thierry, travaillant en IME, je veux savoir si je peux mettre ces conseils en pratique. Jérôme, hola todos. On entend pas mal de choses en ce moment, juste la curiosité d'en apprendre encore et c'est super la curiosité, c'est ce qui nous anime tous. Marc-Antoine, travaillant avec des enfants en stage de sport, pour le moment, je suis curieux d'en apprendre plus sur leur développement et mettre ces nouveautés en application. Karine, non, c'est pas le premier, c'est pour ça que tu disais que tu venais pour prendre une petite dose de comique. Euh, Samuel, j'ai un enfant et l'ouverture vers les enfants, des stages possibles avec eux. T'es une source d'inspiration, Adrien, lol. Euh, Nous, on partage des choses, hein. Après, vous prenez ce que vous voulez, mais euh, voilà, on résout pas de problème. On donne juste des pistes. Et après, vous les explorez comme vous avez envie. Natacha, comment optimiser les apprentissages et quel accompagnement pour les 10? Et Claire, elle travaille avec des 10. Ok. Donc voilà. On a fait un bref petit profil. Bon, il y a pas mal de gens qui sont déjà arrivés. Sonia, mon public sont surtout les enfants. C'est bien de mettre à jour les connaissances, approfondir certains sujets. J'adore. Nickel. Anaïs, j'ai beaucoup aimé vos dernières vidéos sur Insta avec les exemples d'activités chez les enfants. Merci beaucoup. Dominique, je suis là parce que j'ai adoré le webinaire avec Perrine et ensuite la formation de Neuroludo à Langat. Génial. Et que je souhaite creuser le domaine pour accompagner les jeunes enfants avec leurs parents dans leur apprentissage. Eh bien, bienvenue à tout le monde. Il y en a encore qui arrivent. Vous étiez 200 inscrits ce soir. Donc, de toute façon, on a déjà pas mal qui nous ont dit qu'ils s'étaient inscrits pour le replay. Donc, oui, il y aura un replay à l'issue que vous recevrez. Peut-être demain ou après-demain, hein, ne nous en voulez pas. On a des journées bien chargées. Ça dépend de la vitesse à laquelle aussi Zoom va convertir le fichier vidéo sur mon ordinateur. Donc, soit je le ferai ce soir, soit je le ferai demain. En tout cas, ce soir, on est là pour vous présenter des petits points sur les enfants. Moi, je propose, pour commencer, Clément va se présenter. Vas-y, Yes. Clément. Clément, je suis donc préparateur physique de métier et aujourd'hui, bon, c'est beaucoup plus dans la neurothérapie. Vu mon accent, je suis bien français et que j'ai immigré au Canada il y a maintenant 4 ans et demi. Donc, je travaille principalement avec un public enfant euh, parce que ça me fait marrer. Honnêtement, les adultes m'ennuient, les enfants me font marrer. Donc, c'est vraiment principalement pour ça que je fais les enfants. Et non, blague à part, j'ai une grande sensibilité sur les troubles neurodéveloppementaux, donc c'est mes spécialités. Et je bosse vraiment principalement avec un public TDAH, beaucoup, autiste, beaucoup. J'ai moins de 10, mais simplement parce que je communique moins dessus. Donc, je pense que j'attire plus, du coup, les troubles genre TDAH et autisme. Mais je peux travailler aussi avec. Et je pense que voilà, pour mon histoire, moi, je suis allé vers cette sensibilité-là, parce que je pense que quand j'étais enfant,
Eh ben, j'étais bien TDAH, ça parce que c'était un peu moins la mode et on ne m'avait pas forcément mis une étiquette là-dessus. Mais pendant toute ma scolarité, on m'a pas mal répété que je ne réussissais pas, que j'allais jamais réussir, etc., etc., que j'avais plein de difficultés. Et je sais pas vous, mais voilà, moi, quand j'étais à l'école, je m'ennuyais énormément. Je comprenais vite, mais je m'ennuyais, donc je faisais beaucoup de bêtises. Et ça me faisait un peu souffrir sur le côté quand on me mettait pas mal de limitations. Et quand j'ai pu intégrer la neuro dans ma vie de professionnel, à la base en prépa physique, j'ai pu voir toutes les découvertes là-dedans et je me suis spécialisé. Donc, moi, je suis formé sur la méthode Milelo. J'ai fait d'autres formations sur les troubles aussi et d'autres formations en neuro. Et voilà, ça, donc j'applique au quotidien toutes ces applications sur les enfants et j'aide beaucoup d'enfants à retrouver accès à leur cerveau. Voilà comment j'appelle ça. Voilà, donc je viens Yes. d'être là. Eh ben, c'est super. Il faut savoir quand même que Clément, alors le docteur Melillo, c'est une grosse formation hein, qui existe. Et Clément, il fait partie des deux seuls Français Ouais, certifiés par le docteur voilà. Melillo. On est trois Et ils s'appellent tous maintenant. les deux Clément. Voilà, en fait, non, en fait, on est trois Français. Il y a donc deux Clément et une dame qui est dans le sud, je crois, qui a encore accès à sa formation, je crois. Parce qu'en fait, tous les ans, enfin tous les 3 ans, pendant, il faut la revalider. Donc ça, les deux Clément, donc moi et Clem, qui habitent en plus. Alors, Clem, c'est le français, mais qui habite aux États-Unis. Donc, lui et moi, moi, je suis le deuxième Canadien à l'avoir, puisque officiellement, du coup, je suis Canadien. Et je suis le deuxième français, ouais. Donc, voilà. Yes. Et puis après, pour me présenter, donc moi c'est Adrien, donc préparateur physique à la base. Moi, ce qui m'attirait chez les enfants, ben, rien du tout au départ. Et puis, un peu comme beaucoup de monde, j'ai eu un enfant. Et ça a commencé à vraiment bien m'intriguer, ces histoires de petits trucs qui commencent à ramper, après être à quatre pattes et après à courir partout. Et, euh, et alors, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, sans faire de pub, j'ai eu pas mal d'enfants qui sont arrivés au cabinet pour des problématiques motrices. Ok, du truc, mon fils fait du sport, mais il n'arrive pas à. Mon fils fait ça, mais il n'arrive pas à. Et beaucoup d'enfants dans une tranche de 9 à 14 ans. Et il y a un truc que j'ai tout de suite adoré avec les enfants, c'est que ben, ils font les exercices. Ils font les exercices et sans poser 400 000 questions. Si on arrive à les faire adhérer, eh ben, ça suit très très vite. Et donc ça m'a quand même beaucoup plu. Et à force de recevoir des enfants, toujours sans en faire de la promotion, je me suis aperçu quand même qu'il y avait énormément de troubles. Et je vous parle de ça, ça fait quand même maintenant, je crois, le premier enfant que j'ai reçu, j'ai regardé encore son bilan, c'était hier, c'était début 2018. Donc ça fait quelques années que je bosse avec des enfants. Et, euh, et donc, ouais, je me suis dit, bon, déjà, bah, c'est cool les enfants parce que très très vite, on a des beaux résultats. Vous savez, cette plasticité cérébrale qui est en pleine émulsion. Et, euh, Et donc, ouais, je me suis dit, mince, pourquoi on m'envoie autant d'enfants avec autant de problèmes? C'est quand même un petit peu spécial. Et puis, j'ai un côté un peu empathique où je me suis dit, on peut pas les laisser comme ça. Et j'ai commencé à créer des stages sous couvert de sport. Donc, c'est ce que vous voyez des fois quand on partage là sur Instagram. Et, euh, et c'est des stages pendant une semaine où, en gros, ils font de la neuro, des réflexes archaïques, de manière très, très intensive, de 9h à 16h30. Mais eux, à aucun moment dans la journée, ils s'aperçoivent qu'ils font du travail. Donc voilà. Et l'objectif, bah, moi, c'est de les aider, d'accepter. Bah, je fais de la pub, par contre, là-dessus, où je dis, bah, j'accueille les enfants qui ont des problématiques TDAH et 10. Donc j'en ai vraiment pas mal, des TDAH et des 10. Je travaille un peu moins sur les TSA. Euh, mais voilà. Du coup, c'est devenu bah, une passion. Donc voilà. Très énergivore, je vous l'accorde. Mais voilà, les progrès et les Merci. retours qu'on a sur des enfants qui sont intenables, qui sont à la limite de se faire virer même d'écoles spécialisées qui accueillent des enfants TDAH et qui, au final, après la semaine qu'ils ont passée avec vous, les parents nous disent, Ouah, ça a tout changé à l'école et l'école continue à l'accepter parce que son comportement a complètement changé. Donc voilà. Et donc, c'est devenu un leitmotiv qui motive plus des fois que certains adultes qu'il faut à chaque fois
euh, C'est pas le même coaching. menacés pour faire les exercices. C'est pas le même coaching, mais c'est vrai que je Ouais. te rejoins moi, sur les résultats d'enfants qui détestaient certaines matières ou qui étaient juste même dans les derniers de la classe, qui à un moment donné aiment l'école et en fait finalement explorent leur potentiel. C'est juste vraiment, vraiment dingue. Donc des changements comme ça se fait pas non plus dans des années de traitement, ça se fait vraiment assez rapidement. Dépendamment évidemment d'efforts que les parents mettent, on va en parler un peu plus tard sur le coaching parent. Et c'est quelque chose de très important. Bref, on en parlera un peu plus tard. Yes. Alors, Donc, vous vous avez savez, déjà il des y en a qui questions, posent vas-y. déjà il y en a Ouais, qui c'est posent des ça. questions. Moi, ce que je fais, c'est je copie-colle les questions et on fera un petit temps, on fera plusieurs petits temps de réponse. OK? Ok, Parce que parfait. l'objectif, quand même, de ce soir, c'est que vous puissiez poser vos questions, qu'on puisse y répondre, mais qu'on puisse aussi un petit peu dérouler le contenu de cette présentation. Moi, ce que je vais vous demander, c'est ce soir, on va faire quand même un petit peu de pratique. OK? Euh, Parce que, bah voilà, les enfants, ils s'amusent. Et nous, ça nous amuse de les amuser. Donc, on va vous demander, si possible, pour ceux qui peuvent, allumer leur caméra. Ça serait super cool. Et dans ceux qui vont allumer leur caméra, et même ceux qui n'allument pas leur caméra, vous n'êtes pas dispensés, hein. Je vais vous demander de prendre un stylo et juste une feuille de papier. OK? Je vous laisse 30 secondes. Allez chercher un stylo, une feuille de papier. Comme ça, on va pouvoir mettre déjà en place la premier outil pratique. Alors, une fois que tout le monde a son stylo et son papier, vous mettez un OK dans la fenêtre de discussion. Comme ça, je sais à peu près où vous en êtes. OK. Oh là là. Ouf. Ça déborde de OK. Donc, je pense On est que plutôt pas c'est. mal. On va commencer par faire une petite dictée. Vous allez voir, c'est super rapide, hein. Je vous fais pas je vous fais pas la dictée de Bernard. Je vais vous faire un truc vraiment très léger. Vous êtes prêts? Le chat noir dormit paisiblement sur le tapis rouge. Point. Soudain, le vent souffla fort. Allez-y, bougez un petit peu là sur votre chaise. Mettez-vous bien à l'aise. Allez, remuez un petit peu là, bougez le dos. On bouge un peu la tête, on secoue la tête, comme ça. OK. Mettez-vous un peu de côté et vous allez écrire maintenant un peu de côté, comme ça. Soudain, le vent souffla fort, faisant danser les rideaux à la fenêtre. Point. Le chien blanc aboya. Bruyamment, l'extérieur a. Point. Le chat sursauta et sous la chaise cacha ça. Point final. Ok. Qui a réussi à finir la dictée? Mettez-moi oui. C'était super facile. Non, j'ai dit mettez-moi oui, pas non. Je me suis arrêté à fenêtre. Ah ouais, c'est le milieu. Bon, bah zéro. Pas de Zéro, zéro, souci. zéro. Trop vite. Impossible. Ben voilà, mais c'est ce que vivent les enfants qui sont atteints de troubles 10, de TDAH, quand ils vont à l'école. Ça va vite, les informations? Oui, ils vont vite et ça va trop lentement. Donc, on perd vite l'intérêt, on décroche, et puis il faut bouger. Et puis, les mots, ils se mettent pas dans le même sens que tout le monde. Je soupçonne que certaines phrases de la fin ne voulaient rien dire. Ouais, bah ça, c'est pas ma faute. C'est toi qui comprends mal. Tu as peut-être un trouble 10. OK? Donc, voilà, je te conseille d'aller voir un ergo, un psychomote, un neuropsy qui va te faire un petit diagnostic. Donc, aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est compliqué, hein, en fait, compte de suivre quelque chose euh, quand on a des problématiques. Moi, par exemple, moi, j'ai tout compris. J'ai tout suivi. C'était facile, Clément? T'as réussi à tout copier? Non, pas tout copié, Ah, mais c'était quand même, c'était très rapide, mais ça alors, ressemble pas mal à ça. ouais, nous sommes beaucoup de 10 dans cet exercice. Bah, tu vois, je discutais encore avec des ergots il y a 2 semaines. J'étais en formation avec une joyeuse bande d'ergothérapeutes et qui me disait, bah, tu sais, actuellement, dans une classe de primaire, eh ben, on pourrait dire qu'il y a 4 enfants qui sont vraiment dans ce qu'on appelle la norme. Donc voilà. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Premièrement,
nous allons quand même un petit peu parler de choses. On va parler de comment on pourrait améliorer la prise en charge avec les enfants. En- C'est une discussion ce soir, donc vous pouvez interagir, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez même poser des petits cas pratiques. Et ce qu'on va voir là dans ce comment améliorer la prise en charge avec les enfants, c'est un petit peu comment on pourrait déjà faire des tests assez simples. Comment on peut commencer à travailler avec les enfants et surtout aussi la place des parents dans un suivi. Et je vais commencer par laisser la parole à Clément. Euh, Moi, les enfants, donc, je veux dire comment moi je travaille au quotidien en fait, hein. Donc, le parent, déjà, je vais commencer par le parent. Le parent, faut que vous le mettez dans votre camp. J'ai fait l'erreur, je parlais d'erreur d'expérience que j'ai pu faire quand j'ai commencé. Au départ, j'avais un peu peur que quand j'intégrais les parents déjà dans les rendez-vous avec les enfants, j'avais peur déjà que le parent me perturbe beaucoup, qu'il me pose trop de questions et que du coup, ça perturbe mon travail. Après, j'avais peur aussi que le parent il allait prendre tout ce que j'allais donner et qu'en fait, il allait juste se barrer et que j'allais dire merde, j'ai plus de suivi avec l'enfant, c'est un peu con. J'avais peur aussi des fois, parce que je voyais beaucoup des fois de gros attachements enfant-parent, et que du coup, ça perturbe en fait beaucoup aussi l'enfant. Donc, des fois, on le sait tous, hein, vos enfants sont des diables avec vous, mais sont des anges quand vous n'êtes pas là. C'était pas mal ça que je voyais, que j'avais vraiment beaucoup peur de ça, et donc, au départ, je mettais beaucoup les parents de côté. Le problème de ça, c'est que du coup, quand je donnais des exercices à faire à la maison, eh ben, c'était pas fait. Et quand c'est pas fait, ben, je ne suis pas magicien. Sinon, je serais multimilliardaire, je vous le rassure, mais je ne le suis pas. Et ben, en fait, faire un suivi une fois semaine ou une fois 2 semaines avec un enfant, ben, ce n'est pas suffisant, malheureusement. Donc, le problème, c'est qu'il fallait que je trouve une façon que les parents fassent les exercices avec l'enfant. Et en fait, la seule réalité, c'est que le problème venait de moi. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et en fait, j'ai beaucoup intégré les parents. Et c'est ce que je fais maintenant au quotidien. Je travaille beaucoup avec les parents. Donc, en fait, je leur donne toutes les cues, les exercices. Je fais beaucoup de temps avec eux pour pouvoir répondre à leurs questions au quotidien, de trouver des solutions de coaching personnalisées sur des exercices, etc., pour que l'enfant soit intègre, en tout cas, le travail et qu'il puisse prendre du plaisir à faire, parce que c'est une de mes valeurs, c'est le plaisir, c'est que l'enfant doit s'amuser. Je ne veux pas qu'il voie ça comme une contrainte. L'autre chose que je travaille beaucoup, c'est la constance, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant soit constant. Okay, donc, il faut qu'il ait envie de le faire et en plus qu'il se soit régulier, qu'il ait envie. Donc, c'est les grosses problématiques avec l'enfant, c'est garder sa motivation. Donc, vraiment, premièrement, moi, j'ai vraiment mis le parent dans ma poche en disant, bah voilà, donc déjà, moi, dans mes processus de rendez-vous, je fais des talks avec les parents au départ et je veux être certain qu'on a un bon fit ensemble parce que je ne travaille qu'avec des gens que j'ai un bon fit. Sinon, je ne travaille pas avec. Voilà, premièrement. Deuxièmement, je fais confiance. Ça paraît con, mais faire confiance aux parents. Donc, je donne beaucoup de données, je donne beaucoup d'informations, je donne beaucoup, parce que déjà, j'aime transmettre et j'aime donner. Mais finalement, c'est que du coup, le parent, il est complètement dans le travail de thérapie de son enfant. Donc, il est complètement impliqué. Et ce qui fait que du coup, à la maison, je sais que ça se passe bien. Et donc, du coup, l'enfant le fait. Et bah là, je multiplie le fait que si je vois l'enfant une fois ou 2 semaines, vous imaginez bien que s'il le fait 7 fois, souvent je demande 2 fois par jour le travail. Ben, du coup, c'est démultiplié. Donc, les résultats sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus durables. Donc, c'est un des aspects. Je travaille aussi beaucoup sur le suivi, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir le maximum de data. Ceux qui me connaissent, je suis un peu un psychopathe des data. J'aime avoir le maximum d'informations pour pouvoir vous aider le mieux possible. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un en charge, ben, je vais être certain que je l'ai correctement. Et moi, la data, c'est un peu le côté savoir si j'accélère, si je ralentis, si je tourne à gauche, si je tourne à droite. C'est un peu mon pare-brise. Si j'ai un pare-brise qui est un peu embumé, ben, je ne pourrais pas vraiment savoir comment je vais pouvoir travailler avec votre enfant ou avec l'adulte selon les cas que j'ai. Ben, si j'ai un pare-brise très clair où c'est tout propre avec un beau soleil, ben, bizarrement, ça se passe super bien. Ben, c'est un peu ça mon but du jeu. Donc, j'ai certains systèmes qui me permettent d'avoir pas mal de prises d'informations pour être certain que le parent fait des exercices, pouvoir répondre aux questions quasiment dans l'heure, si je peux y répondre rapidement.
juste pour que l'expérience de travail soit au maximum. Donc, je vous dirais vraiment comme astuce, mettez le parent dans votre poche le plus possible. C'est-à-dire vraiment faites-lui confiance, donnez les choses qu'il a données. Ça peut passer par des mini-books, ça peut passer par des petites vidéos de présentation, ça peut passer par plein de choses, mais il faut que le parent travaille avec vous pour l'enfant. Ça, c'est dans le coaching enfant et dans le coaching vraiment dans l'enfant, pour en parler en tant que tel. Et ce que je disais en introduction, moi j'aime beaucoup bosser avec les enfants parce qu'ils me font marrer et c'est vrai parce qu'ils ont un imaginaire de dingue. Et en fait, j'ai aussi un gros imaginaire où vraiment j'invente toujours des histoires de fous. Moi, ça m'arrive que j'ai une baguette de fée, donc hop là, ben, on peut faire des choses avec. Donc, c'est de trouver à chaque fois le petit truc que l'enfant va accrocher sur ça. Je trouve que le coaching avec enfants, je reprends Adrien là-dessus, effectivement, c'est facile parce que ils sont vraiment des livres ouverts et ils ont envie d'être là, sauf qu'ils ont un gros RPP où ils n'ont pas envie. Mais à côté de ça, c'est vrai que la séance, ça se passe super bien parce que c'est vraiment du jeu, c'est vraiment… oui, c'est vraiment du jeu, c'est vraiment de trouver des façons de les emmener dans un univers. Moi, j'essaie de rentrer dans le leur, enfin, qu'ils me laissent entrer dans le leur et qu'on puisse, après, moi, je les emmène dans le mien et qu'on trouve une relation comme ça et que finalement, après, ça se passe super bien. Donc, c'est vrai que les premières séances sont conflictuelles. Si vous travaillez avec les enfants, il faut vous attendre à vous faire mordre, cracher dessus, etc. Parce que c'est ça la réalité. Mais ça, c'est les premières séances. C'est-à-dire que, bref, c'est les premières séances. Souvent, elles sont bien hardcore. Très vite, vu que le travail il est bien fait, très vite les séances deviennent un énorme plaisir avec des grandes sources de rire, plein de dessins, plein de cadeaux. Et c'est vrai que l'enfant, ils sont très touchants parce qu'ils sont vraiment, comme je dis, ils sont très naïfs, mais dans le bon sens du terme. Vraiment dans le sens, ils ont des yeux vraiment d'enfants et c'est ultra agréable de bosser avec. Les parents aussi, parce qu'une fois que tout va bien, c'est que les parents retrouvent une vie et ça, c'est un beau cadeau que vous pouvez leur faire faire. Et puis, c'est à peu près ça. Moi, je vous donnerai déjà comme première introduction là-dedans. C'est sûr que si vous n'avez pas de patience, que vous détestez les enfants, manque de bol, je pense que vous avez peut-être loupé votre public. Mais la clé du travail avec les enfants, c'est les parents. Donc, travaillez avec les parents, faites-leur confiance. Vous travaillez pour l'enfant, vous êtes là pour lui. L'enfant, lui, il a pas accès à son cerveau, donc on ne peut pas lui en vouloir d'un truc qu'il n'a pas accès. Okay. Donc, notre job, ça sera de le reconnecter, travailler tous ces hémisphères, que ce soit intégration verticale, horizontale, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est ça la job. Okay. Mais vous ne pouvez pas passer votre job à le punir, il n'est pas là pour ça, mais on est là pour lui donner un cadre, des règles, là pour coacher les parents, faire des talks qui ne sont pas forcément agréables, c'est la job. Il y a de la réticence, c'est normal, parce qu'on leur demande de changer d'environnement. C'est logique que ce soit difficile. Mais on est là pour reconnecter la famille, les parents avec les enfants, parce que vous allez voir qu'il y a des parents qui n'aiment pas leur enfant. Pas parce qu'ils n'aiment pas leur enfant, parce que ça, mais ce qui est rendu aujourd'hui, c'est difficile pour eux. Et c'est dur hein, pour des parents de dire ça. Mais c'est ce que vous êtes là à voir ça. Donc, pas de jugement aussi. En même temps, je pense en même temps parce que j'ai pu entendre des choses, je vous en tirer de trois pépites que j'ai pu entendre, pas de jugement. Hein. C'est ça un peu dans l'idée ce que je pourrais vous donner. Ouais, c'est marrant ce que tu viens de dire, là, ça me fait penser. Hier soir, on avait le lundi soir, c'est les webinaires avec les membres de notre mastermind. Et il y a quelqu'un qui nous a dit bah, moi, je suis un enfant, c'est très compliqué. Est-ce que tu peux tu sais, me donner une piste? Et quand elle me décrit l'enfant, bon, plein de problématiques chez l'enfant, même, tu vois, ça va même limite sur du handicap, etc. Mais et je dis, ouais, mais le parent autour, tu vois. Et elle me dit, ah, mais la mère, elle a pas trop voulu cet enfant. Je dis, ah, c'est là qu'il faut commencer. C'est ça. On peut faire tout ce qu'on veut. Si l'enfant, il se sent pas en sécurité et qu'il n'a pas l'amour de sa famille, ça va être très compliqué de travailler derrière. J'en ai des histoires, mais ça, on en parlera pour ceux qui veulent savoir. J'en ai des histoires, mais à tir la ego, des trucs où vraiment, en fait, ce qui est difficile des fois, c'est qu'il faut votre facial. Je ne sais pas, vous êtes très explicite votre facial, essayez de pas trop l'exprimer. Moi, ça, j'ai de la chance que niveau émotionnel, je suis un peu mort. Donc, je n'arrive pas trop. Ouais, c'est pour ceux J'ai qui pas me de connaissent. cœur, quoi. Non, pas vraiment, mais c'est pour ceux qui me connaissent, voilà, c'est comme ça. Et donc, moi, quand on sort des trucs, je suis en mode, OK. Mais des fois, j'entends des choses, genre, je crois que c'est la limite de l'illégal. Donc, je suis en mode, OK, on va essayer de pas trop en parler. Donc, c'est assez drôle là-dessus. Ouais, et puis je te rejoins aussi sur le fait.
quand tu dis, des fois, tu as des enfants, ils arrivent et c'est le bazar. Moi, j'ai déjà eu des enfants, ils sont venus ici et intenables, intenables. Et alors, mais d'un côté, parce que ils sont comme ça, c'est l'enfant, il a une problématique et il connaît pas le nouveau lieu, il a besoin de tout découvrir. Et peut-être que pour lui, tout découvrir, ça veut dire tout retourner. Et ça Mm. sera peut-être ça sa vérité à ce moment-là pour lui. Et après, on va peut-être placer un cadre. Mais Ouais. en attendant, si le parent n'a jamais mis le cadre avant, ça va être très très compliqué de le faire dès qu'il va arriver. Donc, il va quand même falloir poser un cadre à un moment. Mais moi, ça me dérange pas si l'enfant il commence à jouer, etc., etc. Et c'est pour ça que les semaines intensives que j'ai avec les enfants, le premier truc que je fais, je mets en place un circuit, un espèce de ninja, un parcours de Ninja Warrior, et je les laisse s'éclater dessus pour qu'au moins ils se libèrent un petit peu de ça et qu'après Le on meilleur puisse test. commencer à discuter. C'est un excellent test en plus. Tu observes beaucoup de choses avec ça. Ah bah oui, c'est Ouais. exceptionnel. Ouais, Mais ouais. Mais on en avait déjà échangé pas mal dessus. Et ouais, en soi, c'est rien que quand tu vois les enfants bouger, tu sais déjà ce que tu vas retrouver après, quoi. bah, Vas-y, parce que je sais que toi, tu as eu beaucoup de cas comme ça, Clem. ah, mais moi, déjà, juste pour reprendre là-dessus, c'est qu'un RPP n'est pas forcément silencieux. Un enfant qui crie et qui hurle, c'est pas parce qu'il crie et hurle, c'est que c'est son RPP qui se fait entendre. Donc, un RPP n'est pas forcément silencieux par rapport à ceux qui pensent des fois le RPP est très un enfant timide, introverti. C'est Pas quoi forcément. RPP? Parce que je pense qu'il y en a qui savent Texte pas du tout ce que paralysé c'est. par la peur. Bah, tout le monde est là, tout le monde connaît. C'est un peu la base. Je vais la faire à la Rome. Euh, mais effectivement, moi, mon bureau, il a été détruit, je ne sais pas combien de fois. Ne vous attachez pas à votre matériel. Par contre, moi, je suis d'accord, un autre cue que je peux vraiment vous donner. Les enfants aiment les règles. C'est faux qu'un enfant n'aime pas avoir des règles. Je suis désolé, un enfant aime les règles. Et moi, je prends toujours des phrases que je dis aux parents, en fait. Hein. Quand vous roulez à 200 km sur l'autoroute et vous faites choper par les flics, vous savez qu'est-ce que vous allez avoir. Vous savez, vous n'allez pas pleurer, dire ah, je ne suis pas content, je ne comprends pas, il m'a mis une amende. Non, c'est normal. Tu connais la règle, il y a une loi, c'est ça. Tu t'es fait prendre, c'est con, c'est comme ça. Un enfant qui n'a pas de structure, qui n'a pas de règles, vous l'engueulez, vous lui mettez une punition, vous pensez qu'il va faire quoi? Vous pensez qu'il va juste, ah, ok, mon papa, il m'a mis une punition, ou la maîtresse, parce que c'est normal, parce qu'il n'y a pas de cadre. S'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de règle. S'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de punition. Donc, si on pose un cadre, c'est avec des conséquences aussi, et les conséquences, ça doit être applicable. Une fois, deux fois, trois fois, et à la trois fois, il n'y a rien qui se passe, ben, c'est mort. C'est pareil, vous arrêtez à 200 km/h sur l'autoroute. Bon, allez, cette fois-ci, ça marche. Vous pensez quoi? Vous repartez à 200 km/h. C'est triste, mais c'est la réalité. Donc, moi, dans mon bureau, il y a des règles. Et ces règles-là, c'est les mêmes pour tous les enfants. Exemple, une de mes règles, c'est tu peux jouer avec tout. Exemple, moi, j'ai un diapason, j'ai plein de trucs. La seule règle que je te demande, c'est que tu me demandes avant. Si tu ne me demandes pas, tu ne peux pas y toucher. Sinon, tu peux. Si tu me demandes, et tu me demandes correctement. Je ne suis pas ton pote. Donc, je fais après, je fais très sévère comme ça. Mais je suis adorable. Non, mais juste parce que moi, je veux que l'enfant il sache qu'ici, déjà, le fait qu'il y a un cadre, et cette cadre, comme dit Adrien, c'est un cadre de sécurité. Pour l'enfant, ça le sécurise d'avoir un cadre. Ça vous sécurise, vous, sur la route, de savoir qu'il y a quand même des règles et ça vous met quand même pas mal quand il y a bien qui vous fait une grosse queue de poisson. Vous réagissez comment? Ah, c'est normal, il est sympa. Non, ça ne vous met pas bien. Parce que le gars, il n'a pas respecté. En plus, ah, attends, il ne se fait pas punir. Injustice, frustration. Donc, c'est ce côté-là qu'il faut penser que l'enfant, lui, il ne connaît pas tout ça. Monsieur, il n'a pas ce contexte de loi, de règles, tout ça. Mais c'est le côté de, dans votre bureau, mettez un cadre. Moi, je reconnais, ils mettent vraiment une liste, une charte avec des lois. Enfin, genre, l'enfant doit faire ça. Mais posez directement le cadre avec l'enfant, parce que si vous ne lui posez pas de cadre, ben c'est normal qu'il touche à tout, qu'il casse des choses, etc. Et surtout, mettez un cadre avec des conséquences applicables et des choses qui restent applicables. J'avais entendu, que je vous sortir des pépites, j'avais une maman qui disait, si tu continues, je vais te mettre dans la forêt avec les loups. Euh, Réellement, elle va vraiment mettre son enfant dans la forêt avec des loups? Non, on est d'accord que c'est illégal. Hein. Et puis, en fait, déjà, il faudrait trouver une forêt avec des loups, ce qui, quand même, au niveau logistique, c'est quand même complexe. Donc, on s'entend que ça, l'enfant va se dire, OK, bon, bah, je vais continuer, tu vas faire réellement quoi? Ouais, il ne va rien se passer. Donc, c'est des règles avec des règles et des conséquences, pardon, qui sont bien sûr réalisables et pas non plus démesurées. Mm. Donc ça fait partie du coaching parent, et ça, on en parlera peut-être au moment du coaching parent, mais c'est des choses que je donne comme cue aux parents. Est-ce qu'à la maison, il y a des règles?
Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce que les deux parents sont d'accord avec les règles? Est-ce que les deux parents sont d'accord avec les conséquences? Est-ce que les enfants sont au courant des règles et des conséquences? Si demain vous vous faites arrêter par la police et que là, rouler à 200 km/h sur l'autoroute, c'est, oh, j'allais dire une vanne pas drôle. Ouais. Moi, je ne suis pas en France, donc je peux faire une vanne. C'est se prendre une balle. C'est un peu d'actu. Bon, désolé pour ceux qui n'ont pas d'humour noir. Et on est d'accord que ça, bah, c'est démesuré, c'est n'importe quoi, c'est disproportionné par rapport à la réalité. OK. Mais ça, si vous ne le savez pas, effectivement, c'est complexe. Maintenant, si vous le savez que c'est ça la règle, c'est ça la loi, effectivement, si on va trop vite sur l'autoroute, c'est ça qui se passe. Bon, bah, vous le savez. Ouais. Vous Mais jouez avec le jeu, vous le savez. je rebondis avec ce qu'Anaïs dit, où elle dit, sauf que certains parents pensent mettre des règles alors que rien n'est clairement défini. C'est juste aboyer des ordres quand ils en ont marre. Mais c'est pas des règles. Et C'est en pas des fin de règles. compte, c'est pour ça que Clément, il disait, il faut éduquer le parent au même titre que l'enfant. Parce que les parents, ils ont besoin d'être accompagnés. Le problème, c'est quoi? C'est que l'enfant, il est dans un environnement qui est pas sécurisant pour lui toute la journée. Il rentre chez lui. Il a besoin peut-être d'exprimer quelque chose, mais les parents, ils rentrent de leur journée aussi. Et ils sont épuisés. Et donc, se créer des moments de conflit, etc., où on va avoir plus de facilité à crier, à s'emporter, que bah, à reposer un cadre, à passer des moments de qualité les uns avec les autres. Et malheureusement, bah, il n'y a pas de règles. En fin de compte, il n'y a pas de cadre là. On essaie juste de survivre dans un milieu offensif. Exact. Anaïs, là, ce que tu dis, c'est en fait le parent, il réagit à une action. Il n'y a pas de règle. Il réagit à une action de l'enfant qui s'est fait. Genre, effectivement, tu rentres du taf, il est 18 h, ton enfant, il fait, je sais pas, il dessine sur le mur, j'ai une bêtise, ouais, il frappe. Il frappe. Toi, tu veux te punir, tu es fatigué de ta journée. Ta réaction va sûrement être disproportionnée. Ce qui va faire que ta fille, ton enfant ou n'importe qui, ok, bah, lui, il ne va pas comprendre parce que il n'est pas au même niveau de fatigue, il n'est pas au même niveau de compréhension. Et en fait, l'action ne mériterait pas une punition qui serait disproportionnée, ce qui va créer chez l'enfant plus de frustration, de colère. Et s'il y a un débalancement hémisphérique, la frustration et la colère va être démesurée et là, on repart sur une crise. Si tu appliques une règle, la règle elle est valable de 8 h jusqu'à 8 h. En fait, elle est valable tout le temps. Et là, bah, finalement, tu dis qu'on ne frappe pas à la maison. Et frapper, c'est, j'ai une bêtise, c'est 1 minute au coin. J'ai une bêtise, OK? Bah, l'enfant, il le sait qu'il a frappé. Qu'est-ce qui se passe si tu frappes? Il va même te le dire, il va même y aller tout seul. Il va même y aller tout seul parce qu'il sait qu'il a fait une erreur et il connaît la conséquence. Et là, pourquoi il surréagirait? Pourquoi il serait frustré? Il connaît les règles. Et pour répondre, j'ai vu une question, comment punir, etc. Moi, j'intègre aussi l'enfant dans la sélection des conséquences. Dans le sens où vous allez être assez étonné que les enfants sont plus psychopathes que vous dans la sélection des conséquences. L'idée, là, on parle tous entre adultes, c'est pas de manipuler vos enfants ou les enfants que vous allez avoir dans vos bureaux ou vos propres enfants, mais c'est que vous, dans votre tête, vous avez un peu un plan de match. C'est-à-dire, vous avez déjà des règles que vous voulez faire dans la maison et ça, souvent, vous mettez d'accord avec votre conjoint et même pour les parents divorcés. Malheureusement, moi, j'ai beaucoup de parents divorcés et j'accueille les deux parents. C'est un point important parce que je veux que l'enfant ait quand même le plus de stabilité. On en parlera pour les cas particuliers où le parent ne veut pas, etc. Mais voilà. Donc pour moi, il faut que les deux intervenants, en tout cas les deux environnements où l'enfant est, il faut que ça soit similaire. Il ne faut pas que chez papa, c'est n'importe quoi, chez maman, c'est sévère. On essaie d'avoir une certaine cohérence. Moi, j'essaie d'expliquer aux parents qu'on est là pour l'enfant, on n'est pas là pour eux. Deuxième chose, c'est que donc j'explique aux parents que déjà eux-mêmes soient d'accord avec des règles de base, 5 règles, 10 règles, whatever, choisissez ce qui vous fait du sens, et des conséquences qui font du sens. Ça, vous avez déjà fait ça, vous, en amont. Et là, vous faites un petit point avec vos enfants. Alors, si c'est des petits, on en parlera, mais si c'est des plus grands, pourquoi pas les inclure? Moi, je trouve ça génial de les inclure. Bon, ben écoute, Kevin, on se met un peu d'accord sur d'autres règles. OK. Donc là, si tu frappes, Kevin, qu'est-ce qui se passe? Tu me coupes la main. Bon, ben d'accord, Kevin. Donc là, c'est un petit hardcore. On va peut-être pas couper la main, on va peut-être trouver autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui feraient plus de sens? Je n'ai pas le droit de regarder la télé pendant une semaine. Bon, bah, écoute, si vous, ça vous va, c'est peut-être pas ce que vous avez marqué à la base, mais c'est lui, c'est sa décision, c'est parfait. Ça, après, moi, ce que je dis aux parents, vous faites une belle activité comment ça s'appelle, de manuel avec votre enfant, où vous instaurez une belle charte que vous allez mettre au frigo, vous faites faire tous une petite main en peinture, comme quoi c'est une signature, et ça vous permet d'avoir un visuel avec votre enfant, de dire, hey,
On est d'accord, on était d'accord avec ces règles-là, je crois. Et là, au moins, c'est quelque chose de. Ça paraît ultra simple ce que je vous raconte, mais ça, c'est ultra puissant, si jamais. J'ai pareil, j'ai des bons cas. Pour un cas, j'avais un enfant c'était l'aîné il avait deux petites sœurs et c'était deux mères c'était deux mères, hein, pas de souci, qui étaient vraiment débordées par rapport à leur plus grand qui était une autorité, un manque d'autorité. Donc le gamin pétait des grosses colères et en fait frappait et c'était assez dangereux pour les deux petites sœurs qui étaient là. Les deux mamans étaient un peu démunies parce qu'elle fait, bah, c'est presque, il est un peu plus fort que nous, mais il avait 10 ans et demi, donc disant, nous, on a de la force, hein, donc voilà. On était un peu démunis par rapport à ça. Et puis, moi, la première chose que j'ai demandé, je fais, il y a des règles à la maison. Ah, pas, non, pas vraiment. On réagit plus qu'on agit. Je fais, OK. Est-ce que déjà, toi et ta conjointe, vous êtes d'accord avec l'éducation de votre enfant? Ça paraît con, mais c'est une question de bête, hein, une question de base. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'éducation? Est-ce que vous êtes d'accord sur les règles? Est-ce que vous êtes d'accord sur... Exact, les crises peuvent être très, très fortes quand c'est vraiment fort. La force est vraiment multipliée là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord sur le même cheminement? Est-ce que vous êtes d'accord sur les choix d'éducation, etc. Déjà, c'est une question de base, pardon, mais c'est vraiment ça. Bête, bête et base, ça les baise. Ouais, lapsus. Je parle très vite. Donc ça, c'est vraiment ça. Et puis après on a travaillé ensemble en fait avec les deux mamans sur l'élaboration de certaines règles et certaines conséquences, parce qu'elles avaient un peu du mal à vraiment du coup à mettre ça sur papier. Et après ça, elles l'ont présenté à leur fille, à leur fils. Du coup, on a vraiment travaillé tous ensemble. Moi, j'étais vraiment plus là en mode médiateur, quelqu'un d'externe. En 2 semaines, le problème était quasiment réglé. Juste avec ça comme coaching. Ça paraît bête, mais c'est très puissant. Donc, comme je dis, les enfants aiment les règles, les enfants aiment les règles. C'est Hmm. c'est- c'est vraiment ça. Donc, Ouais, du cadre, hein, des fois. Mais c'est comme, j'allais dire, tu sais, c'est comme quand tu dresses un animal. Il faut qu'il y ait un cadre aussi. Ça veut pas dire que l'animal, il va pas t'aimer, tu vois. Au contraire, ça va renforcer l'amour qu'il a vers toi. Mais les enfants, c'est exactement la même chose. On a besoin d'avoir du cadre. Par contre, s'il n'y a pas de cadre, il va y avoir trop de liberté. Ça va renforcer les problématiques comme les TDAH et tout ce qui est et les TOP. Donc, c'est les troubles par provocation. Et donc là, ouais, il faut vraiment qu'il y ait ce cadre qui soit mis en place, que les parents participent à ça. Ça me fait, ça fait beaucoup de sens ce que tu dis. Il y a la méthode Barclay, tu sais, qui existe, qui définit un petit peu tous les points que les parents peuvent mettre en place à la maison pour être avec l'enfant, comme tout ce que vous a dit Clément, comme passer du temps aussi de qualité avec votre enfant. Parce que votre enfant, quand il rentre de l'école, vous savez, vous allez vous énerver parce qu'il est foufou, il est hyperactif, il bouge dans tous les sens. Mais plus vous allez vous énerver, qu'est-ce qui va se passer en face? Plus l'enfant il va crier, plus vous allez rentrer dans une situation conflictuelle, plus ça va être stressant au jour le jour, plus ça va être un stress pour votre enfant déjà de revenir à la maison parce qu'il sait que ça va crier, mais aussi pour vous parce que vous savez que vous allez crier. Peut-être que si on s'arrêtait 10-15 minutes en rentrant et qu'on passait ce temps-là, les 15-20 premières minutes, bah, à discuter, à passer du temps ensemble. Et passer du temps ensemble, c'est pas passer du temps ensemble sur la Switch, c'est passer un vrai moment de qualité ensemble. Bah, on aurait peut-être moins de soucis. Mais aussi accompagner son enfant de manière globale, parce que quand on voit les trois quarts des enfants qui sont TDAH et qui sont bourrés de sucre du matin au soir. Alors, c'est pas parce qu'ils mangent du sucre qu'ils vont être TDAH. Mais par contre, la consommation excessive de sucre peut renforcer le caractère d'hyperactivité. Donc, arrêtez, redonnez de l'eau à votre enfant, faites-le manger des choses saines, etc. les écrans, Euh, comment? les écrans. Les écrans, limitez les écrans. Donc voilà, là, dernier stage, c'est là où j'ai le plus halluciné. La semaine dernière, un stage, 9 enfants. Sur les 9 enfants, j'ai une moyenne d'âge de 8 ans. J'ai quand même 3 ou 4 enfants qui avaient leur téléphone portable à 8 ans, leur propre téléphone portable, leur smartphone, et qui me disent, il y en a même un qui me dit, il me disait ça tous les jours. Ah, il est quelle heure? Je dis, bah, il est telle heure. À un moment, je dis, t'es vraiment intéressé par l'heure? Il me dit, bah ouais, parce que dans
exactement 12 jours, 66 minutes et 37 secondes, il y a le nouveau jeu Truc-Muche qui sort sur la PlayStation. Et je vais me l'acheter, c'est sûr. Et le mec, il me dit, le jeune, il me dit, je le sais depuis le 3 février à telle heure que ce jeu va sortir à cette date-là. J'ai compté tous les jours, toutes les heures, etc. Mais malheureusement, on nourrit, en fin de compte, leurs problématiques au lieu de les aider à les résoudre. Je dis pas que il faut les interdire d'écran, il faut les interdire de jeux vidéo, mais peut-être qu'il y a un temps pour tout. Si votre enfant il passe 1 heure devant les écrans, bah, passez au moins autant de temps à le faire jouer dehors ou à faire jouer avec autre chose. Voilà, il faut que l'enfant aussi il puisse savoir s'ennuyer à un moment. On a tout le temps Faut, peur maintenant que l'enfant il s'ennuie. Il faut que l'enfant s'ennuie pour aussi faut se surtout stimuler. que, je vais prendre dessus aussi, c'est que c'est surtout qu'on a une responsabilité après nos enfants et qui est que on n'est pas là pour simple. C'est pas juste des poupées ou des peluches ou des Pokémon et puis c'est relax quoi. Notre responsabilité, c'est qu'ils deviennent les meilleurs adultes possibles. Notre responsabilité, c'est de leur donner tous les outils possibles pour qu'ils puissent survivre à la future vie qu'on leur laisse. Ça, en tout cas, je vous parle là juste pour moi. En tout cas, je vous parle vraiment pour moi. Ça, c'est ma responsabilité auprès de ma fille. Là-dessus. C'est si on se contente de la simplicité, c'est-à-dire de les mettre devant un écran, leur donner ce qu'ils veulent manger parce qu'il est vraiment bon pour eux. Si on leur dit pas non, parce qu'on veut tout leur dire oui, parce qu'on veut juste leur dire pour éviter la crise, éviter le conflit, éviter. Ben, en fait, on ne les aide pas. On renforce un pattern de victimisation, on renforce un pattern d'avoir tout de suite maintenant, sans leur apprendre de trop, comment dire, sans leur apprendre à vraiment c'est quoi l'essence de la vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, adultes, vous êtes content qu'on vous ait dit non, vous êtes sûrement content vous savez très bien qu'on n'a pas tout de suite comme ça en claquant des doigts, vous savez très bien que, je sais pas, j'allais dire que oui, des fois dans la vie, il faut savoir patienter pour avoir quelque chose, etc. etc. Je ne dis pas qu'un enfant, il faut qu'il soit vive à la dure, etc. Mais si tout de suite on lui donne les moins de caprices pour éviter d'avoir une crise, c'est peut-être pas ça notre rôle de parent. Ouais. Donc, des fois, dire non, dire bah non, tu ne joueras pas à ce jeu, ou non, c'est trop, tu n'es pas encore grand pour ça, ou non, c'est simplement l'aider pour la suite, toi. Ouais, c'est savoir développer sa frustration, parce que dans la vie, il va avoir des frustrations. Et il vaut mieux qu'il soit confronté à des petites frustrations qu'on peut gérer et on peut lui montrer qu'il y a des alternatives à cette frustration, plutôt que qu'il attende d'avoir 18 ans et de vivre des grosses frustrations qu'il n'arrivera pas à gérer, à surmonter. Et on créera, parce qu'il faut être aussi honnête là-dessus, et il faut être conscient de ça, que beaucoup d'enfants qui ont des problématiques de TDAH, etc., se retrouvent avec beaucoup de tendances suicidaires, d'anxiété, de burn-out à l'âge adulte. Donc voilà, donc les aider maintenant, Même adolescent, si jamais, même ouais, même adolescent. adolescent, ouais, même, et ça commence de plus en plus Même tôt. avant 10 ans, même avant 10 ans, moi j'ai des Mm. enfants de cas de tentatives, etc. Donc ça fait vraiment partie des comorbidités, l'anxiété et tendance suicidaire, beaucoup hémisphère gauche, qui sont très sur leur image. Donc ça veut dire qu'ils vivent aussi les choses différemment quand c'est comme ça. Puis tu sais, je repense à un truc qu'Adrien disait tout à l'heure, que c'était super intéressant. Nous, on a notre journée de travail. Ok, quand vous êtes rentré du boulot, souvent, vous êtes un peu fatigué, vous êtes content de prendre un petit verre ou pas, hein, bien sûr. Mais voilà. Mais votre enfant, c'est pareil. C'est pas parce qu'il était allé à l'école que c'est relax. Ouais, vous vous souvenez, vous, quand vous allez à l'école avec votre cartable qui pesait 10 kilos, vous aviez Madame, moi j'avais Madame Denis en français, qui était vraiment une peau de vache. Et puis le stress des copains, le stress de ce que je vais plaire à machin, et puis ok, c'est relax, on a des devoirs, etc. Mais Père Pythagore et compagnie, enfin, bref, c'est pas les mêmes stress que vous, que nous. Mais c'est quand même un stress pour eux. Et c'est quand même de l'énergie. Si en plus, on rajoute à ça le fait qu'il y a peut-être une problématique au niveau des réflexes primitifs, il y a peut-être une problématique au niveau hémisphérique, leur journée, elle est encore 10 fois plus fatigante. Et Adrien me disait tout à l'heure, ils rentrent chez nous, ils rentrent chez vous, c'est un endroit sécuritaire, de bien-être,
de bienveillance. Et nous, malgré qu'on peut être fatigué, il faut qu'on apporte quand même cette bienveillance et ce temps de sécurité. Et c'est vrai que si on intervient en réaction, je ne dis pas que c'est facile, attention, hein, je ne dis pas que c'est ultra facile. Moi, le premier, mais c'est là qu'il faut communiquer dans son couple ou communiquer avec la personne qui partage notre vie. Et si on est seul, ben, c'est prendre quelques respirations, trouver un moyen exutoire. Je ne dis pas que c'est facile, encore une fois, c'est beaucoup de travail de communication, mais c'est ça. On est là pour nos enfants. Et en tout cas, en termes de suivi, c'est pareil. Moi, quand j'ai des enfants en fin de journée, je suis vraiment éclaté. Donc, j'essaie quand même de donner toujours le meilleur de moi. Et je sais que si j'ai des enfants un peu difficiles, je vais les mettre plutôt en début de journée plutôt qu'en fin de journée. Donc, Mm. c'est toujours pour essayer de vraiment donner un bon service aussi. Et si vous savez que vous êtes trop fatigué dans la journée, ben, peut-être que vous ne prenez pas d'enfants en fin de journée. Ça peut être un truc très bête aussi. Puis, Et, pense à ça aussi, la prise de rendez-vous est importante. Moi, je vois beaucoup les enfants le samedi matin. Il n'y a pas école, c'est cool. Les enfants c'est rare d'ailleurs que je prends des enfants après 16h30. Parce qu'eux, ils sortent, ils finissent la journée, ils vont venir ici, mais ça va être une horreur. Vous n'avez rien à faire avec. Donc, la prise de rendez-vous aussi est importante. Je pense et, aussi. depuis le début, là, ça fait plusieurs fois que tu parles d'un truc et j'aimerais bien qu'on y revienne dessus pour un petit peu en parler à tout le monde. C'est vrai que quand on parle des enfants, on se renseigne un petit peu là-dessus, sur les méthodos qui existent, etc. en France. On entend souvent parler des réflexes archaïques, tu vois, et c'est un super truc. Mais depuis tout à l'heure, moi, je t'entends parler de deux types d'approches, une approche horizontale, verticale, et tu parlais d'hémisphères, etc. Est-ce que tu peux Oui. définir un petit peu à tout le monde rapidement, tu vois? Pour faire simple, dans mon travail, je vais structurer mon suivi avec deux approches. D'abord, une approche qui va être verticale, c'est-à-dire du tronc cérébral vers le reste du cortex. Donc, c'est pas mal tout ce qui est travail hémisphérique, travail du système autonome, de tout ce qui est du tonus global. Et un travail donc horizontal entre les deux hémisphères, entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, que on va chercher à rebalancer selon les débalancements qu'on pourrait observer. Donc voilà les deux grosses approches. Je vous donne les deux grosses cues de Mililo. Hein. Ça, c'est du 100% Mililo. Mais la réalité, c'est ça. La plupart des formations sur les troubles neurodéveloppementaux, c'est ça. Donc, Mais c'est vraiment ce travail-là. alors, pourquoi, quel est le rapport entre une approche hémisphérique et justement ces troubles neurodéveloppementaux que toi tu vas retrouver en cabinet alors? Ce qu'on voit sur les imageries, en fait, sur les QER d'enfants donc, présentant des troubles neuro, donc principalement, on le voit beaucoup sur l'autisme, sur le TDAH. On le voit aussi des fois j'ai les termes anglais, je suis désolé. OCD, c'est OCD en anglais, en français, TOC. Les TOC? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Donc, on le voit beaucoup, en fait, qu'il y a un hémisphère qui va être sous-actif et un hémisphère qui va être suractif. Alors, on peut avoir aussi souvent les deux qui peuvent être suractifs, ça c'est une autre problématique. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a un débalancement hémisphérique, c'est-à-dire qu'il y a un des hémisphères qui fait un peu moins sa job que l'autre. Euh, je lirai les questions après, parce que ça me perturbe, je suis désolé. Je n'ai pas tout réglé mes problématiques de concentration. Parce que je vois une question, j'ai envie d'y répondre. Allez, non, mais je les copie-colle les Vas-y, questions de toute vas-y. façon. Donc, si tu veux, dans le fond, quand on va avoir un hémisphère qui va faire plus sa job que l'autre, eh ben, les caractéristiques de cet hémisphère vont être plus que ce qu'il en faut. Je vais prendre l'hémisphère gauche, par exemple, il va gérer beaucoup les émotions positives. Ok. Donc, dans les émotions positives, on va y retrouver, à votre avis, quelle émotion positive on pourrait y retrouver dans les commentaires? Je vais essayer de faire un truc un peu interactif. Voir ceux qui suivent. Donc, en même temps, je lis. Est-ce qu'on va retrouver, à votre avis, la joie, la fierté? Ouais, joie, on est d'accord. Plaisir, surprise, reconnaissance. Ouais, pas mal de bonnes choses. Fierté, ouais, émotion positive. Une que vous n'avez pas cité, une émotion positive. Alors, il y a des choses qui ne sont pas vraiment des émotions, hein, mais c'est pas grave, mais on en reviendra sur la définition. Amour, ouais, c'est ok. Créativité, ouais, ouais, ok.
Empathie, ça n'a pas vraiment encore joué. Ouais. Ok. La colère. Si je vous dis que la colère, c'est une émotion positive, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. Par exemple, je ne vous donne pas le choix. Effectivement, la colère, c'est une émotion positive. Pourquoi ça emmène quoi la colère, à votre avis? Si vous devez, elle met en action. Ouais, je suis d'accord, elle met en action. Conscience de soi. Ça, je pense que Mathieu répondait. Décharge d'hormones. Ouais, 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 elle décharge, ok. Ouais. La persévérance, ok. Imaginez nos ancêtres qu'ils avaient deux silex, ils avaient ça. Ah putain, ça marche pas, c'est bon, j'arrête. Ah, j'ai arrêté de m'énerver dessus, ça marche pas. Donc on est d'accord que ça met une persévérance à colère. Maintenant, question aussi pour vous. Il se passe quoi si un enfant il a un débalancement hémisphérique, que son hémisphère gauche, il est trop actif. Qu'est-ce qui se passerait avec la colère? Elle serait comment la colère? Elle serait démesurée ou elle serait normale? On est d'accord qu'elle serait pas mal explosive, hein, la colère, là, dans ces cas-là. Exact, explosif, Sandrine, elle répond. Feu d'artifice, exact. Donc, un enfant qui a du mal à gérer son émotion et que ses crises de colère sont toujours démesurées par rapport à une réalité. C'est quoi la réalité? C'est que juste parce que c'est votre enfant, c'est un petit tannant, comme on dit ici, que c'est un petit crise de cave qui n'arrive pas à faire son truc correctement, ou c'est qu'il n'a pas accès correctement à son hémisphère droit qui permet de contrôler son hémisphère gauche. C'est ça un peu la question qu'on va se poser. Okay, donc, ça, c'est un peu le truc qu'on va avoir beaucoup avec les TDAH, TDA même en tant que tel, autisme, hein, on va beaucoup voir ça, Tourette, on va beaucoup voir ça aussi. ODD, hein, TOC éthique, on va le voir pas mal. Trouble avec l'opposition et avec provocation. Okay, et en fait, ça, c'est pas mal. Ce qu'on va voir, c'est que c'est pas mal des caractéristiques qu'on va voir sur un trouble hémisphérique qui est une suractivation de l'hémisphère gauche et une sous-activation de l'hémisphère droit. Okay, on a un hémisphère droit qui va être moins actif versus un hémisphère gauche qui va être un peu plus actif, voire plus actif. Okay, l'inverse, parce que l'inverse existe aussi, évidemment. C'est-à-dire que si, admettons, j'ai l'inverse, je vais essayer de le faire aussi interactif, je vous pose la question, à votre avis, l'inverse, je vois des questions, ça me perturbe. À l'inverse, si j'ai un hémisphère gauche sous-actif et un hémisphère droit suractif, à votre avis, quel type de trouble on pourrait trouver? Qu'est-ce que fait un peu l'hémisphère gauche et ouais. Qu'est-ce que fait l'hémisphère gauche et que s'il est moins actif, ben, ça pourrait proposer quoi comme problématique à l'école ou comme terme de comportement? Je vous laisse quelques secondes pour voir si vous avez des réponses. N'importe quoi, ça ne peut pas, il n'y a aucun jugement. Hein. Rêveur, ouais, nice, effectivement. Et en termes de troubles neuraux, est-ce que vous avez un type en manque de concentration? Johan qui dit Natacha, hyper rigide, contrôlant. Ok, ça. Donc, l'hémisphère gauche, si vous voulez, un de ses jobs, en tout cas, je vais vous le faire en simple, c'est de voir l'arbre et pas la forêt. Ok, il va se concentrer beaucoup sur les détails. L'hémisphère gauche, en plus, il gère pas mal tout ce qui peut être l'écriture, oui, en tant que tel, mais genre tout ce qui est oral aussi. Donc, souvent, quand on va avoir un hémisphère gauche un peu sous-actif, on va avoir pas mal de problématiques dans les 10, en fait. Tout ce qui est dans les 10, dyscalculie, dysgraphie, dysorthographique, dyslexie, évidemment, qui va être pas mal présent. Effectivement, en termes de caractéristiques, ça va être des enfants qui souvent sont beaucoup plus calmes. En fait, le problème d'un hémisphère gauche sous-actif, c'est que c'est des enfants qui sont relativement dits normaux, pardon, jusqu'à qu'ils arrivent à l'école. Parce que quand ils arrivent à l'école, c'est là on va dire pourquoi tu mélanges les S et les V et les F? Pourquoi tu mélanges les C et les S? Pourquoi t'écris, comment t'écris là, avec tes pattes de mouche là, Et en fait, ça, on va le voir beaucoup à l'école, en fait. Hein, on va pas le voir en fait en termes de comportement. Le comportement, il va être un peu normal. Hein, c'est effectivement quelqu'un d'un peu des fois introverti, généralement, je généralise, hein, qu'on pourrait voir, quelqu'un qui est assez tranquille, un peu calme. C'est sûr qu'à côté d'un TDAH, donc un enfant qui lui est hyperactif, ouais, ça se voit bien.
Ce qui est marrant, c'est que vous avez les deux enfants dans la même famille, mais qui ont deux hémisphères différents. Ça, c'est très drôle. Une fois, j'avais deux parents, j'avais un parent pardon, qui avait donc deux frères. J'avais le frère qui était hyper actif et l'autre qui était ultra introverti. Et c'était extrêmement drôle à voir. Et dans les tests que je leur ai fait passer, on a vraiment un hémisphère droit, un hémisphère gauche. C'était excellent. Donc, c'était vraiment drôle à voir quand ça match comme ça. C'est vrai que c'est génial. Et puis, on le voit en face de vous. C'est vraiment magique. Ça, c'est mes petits plaisirs du quotidien. Donc là, pour revenir là-dessus, c'est qu'il faut considérer le travail en intégration réflexe comme un outil, à mon sens, donc, je vous parle de mon sens, dans l'approche en tout cas sur les troubles neurodéveloppementaux. Ce n'est pas parce que simplement vous allez réintégrer un RTAC que l'enfant, tout de suite, bam, c'est réglé, c'est génial. Parce qu'il y a peut-être d'autres choses sous-jacentes qui peuvent être présentes aussi. Je répondrai à toutes les questions après, Nat, mais posez-les avec grand plaisir. Yes. Mais Ça, on va en tout cas, arriver. voilà, bien pour, je ne sais pas si ça spoil pas trop ou ça va bien dans ce que je dis. Ouais, non, c'est très très bien. On a parlé un petit peu de tout, pas forcément vraiment dans l'ordre prédéfini, mais c'est des questions qui ont emmené des réflexions et c'était très très bien. On pourrait encore parler d'énormément de choses. Euh, le Ouais, avant de parler de ça, peut-être faire un petit peu de pratique. Ça, on avait dit Ouais, 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 montrer on est un petit exemple en fin de compte. On parlait tout à l'heure du réflexe tonique asymétrique du cou. dans un super Euh, exercice. Allez, vas-y. On Ouais. vous invite à tous pratiquer. Ce qui serait cool, c'est que vous allumiez un petit peu la caméra, comme ça on voit, on peut voir aussi la pratique. Et Clément va vous montrer un petit exercice. Alors, tac, j'essaie juste de placer mon écran pour que tout le monde puisse voir correctement. Hop, 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 hop. Super. Alors, j'ai un super exercice pour le travail du réflexe tonique asymétrique. Alors, ça va être un skater latéral, homolatéral en tout cas, avec une rotation de la tête. Donc, en fait, on va essayer de réaliser. Alors, c'est un exercice un peu avancé, mais comme je sais que vous êtes toutes des bistes, on va aller sur quelque chose de vraiment fun. OK? Donc, l'exercice, c'est là vraiment simple. OK? Donc, je vais être ici, je vais me mettre en position. Je vais venir chercher, donc, à venir croiser sur l'arrière, ok, pour aller chercher un mouvement sur le skater. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est des fentes des fentes latérales, mais avec le pied qui va vraiment sortir ici, ok. Et je vais avec mon coude venir chercher du même côté avec une rotation de la tête. Hop, ici, hop, et être ici, hop, et être ici. Donc là, ce qui est important, c'est de faire des mouvements croisés. Donc, on a un mouvement croisé avec les jambes et puis on va avoir un côté qui va chercher à tourner avec la flexion et l'extension. Donc, petit exercice d'intégration du RTAC un peu avancé. Donc, je vais être ici. Je viens croiser sur ma jambe arrière. Je viens chercher ici. Hop, je vais passer de l'autre côté. Et bien que la rotation de la tête, on vient bien chercher. Ouais, ça fait très capoeira, comme dit Capoeira, Sylvia. exactement. Après, si tu es à l'aise, tu peux. Non, je déconne. C'est Eddie dans Tekken. Ah oui, Pour c'est vrai. ceux qui ont C'était la mon référence. préféré. Ça ne m'étonne pas. Je sais bizarrement le personnage préféré de Seb. C'était qui? C'était une fille? Je n'aurais pas osé. Non, mais je pense que ça doit être celui qui fait. Il y a toujours un personnage qui fait de Bruce Lee, un peu, là, comment il s'appelle? Ah oui, 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 je vois. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, mais je pense que ça devrait être lui. Seb, tu me confirmeras. Donc ouais, c'est un petit exercice simple de réflexe pour le RTAC, vraiment simple. C'est un peu avancé, hein, évidemment, pour certains enfants, mais là, je vous donne volontairement un exercice un peu plus avancé. Yes. C'est dynamique, c'est fun, c'est sympa. Et je vous parlais tout à l'heure de créer un univers. C'est-à-dire que celui-là, vous imaginez bien que je ne l'appelle pas comme ça. Je ne dis pas à l'enfant, tu vas me faire un mouvement homolatéral avec une rotation de la tête. L'enfant, je l'ai perdu. Le surfeur, ça peut être le surfeur, ça peut être un truc sympa, par exemple. Donc, aussi créer un univers avec l'enfant. Moi, j'essaie de m'adapter. S'il aime bien Pokémon, j'essaie de regarder certains Pokémon qui existent pour essayer de me mettre un peu à jour sur ça. Si c'est des trucs de jeux vidéo, j'essaie de trouver un personnage de jeu vidéo. Les super-héros, c'est vrai que Marvel ou DC, ça vous aidera pas mal aussi.
Euh, donc ça, c'est plus pour faire intégrer l'enfant à l'exercice, hein. Ça peut être parce qu'avec ça, je pourrais rajouter un petit mouvement genre à la Spider-Man, d'aller chercher un truc comme ça. Tout est faisable. L'idée, c'est que l'enfant s'amuse et qu'il dit, ouais, trop bien, je fais Spider-Man, je m'éclate, c'est trop cool. Et en même temps, lui, il fait l'exercice. C'est royal. Et moi, je vais vous montrer aussi un dernier petit exercice. Puis après, comme ça, on pourra répondre aux questions et faire la conclusion. Dernier petit exercice aussi sur lequel on va pouvoir travailler le réflexe tonique asymétrique du cou. Et on va le travailler. Je vous mets juste, hop, voilà, normalement, vous me voyez en grand. Et on va pouvoir le travailler sur plusieurs choses pour que vous voyez comment, en fin de compte, on travaille, nous, sur le réflexe archaïque. Parce que le réflexe archaïque en soi, c'est bien. Le réflexe archaïque, on sait qu'il siège au niveau du tronc cérébral. Ce qui est plus important, c'est de savoir auprès de quelle structure le réflexe archaïque siège pour pouvoir venir travailler sur toutes ces structures en parallèle. Bien souvent, on travaille que sur un aspect moteur du réflexe archaïque, on en oublie les composantes sensorielles de ce réflexe archaïque. Moi, j'adore travailler, vous savez, avec les petits sacs de grains. C'est des petits sacs de grains, il y a dedans, c'est des grains de riz, des grains de sable, 80 sur 80 cm. Vous en trouvez maintenant, même le Décathlon en vend. Vous allez juste prendre une balle ou un petit sac dans vos mains, ou un stylo, peu importe. Prenez un objet. C'est pas bien, mais votre téléphone, si vous avez rien. Et là, ce que je vais vous demander de faire, c'est juste, on va venir faire des 8 de l'infini comme ça. Et on va les suivre avec la tête, les yeux. On va suivre le petit sac de grains. Ce qu'on va faire, c'est on va venir détailler ce mouvement. On va regarder un peu ce qu'il y a. Premièrement, on va juste le suivre avec les yeux et on va faire juste de gauche à droite. Je vais aller de gauche à droite. Là, je vais travailler ma composante oculomotrice de ce réflexe archaïque. Là, je vais tout de suite, je vais rajouter juste les 8, mais je suis juste avec les yeux, de gauche à droite, et après, je rajoute la tête. OK, pour se rapprocher du mouvement, du schéma moteur du réflexe tonique asymétrique du cou. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est une fois que je réussis, je vais le faire, mais sur une jambe. Donc, je reste en équilibre sur une jambe. Et je rajoute une nouvelle composante qui se trouve dans le réflexe tonique asymétrique du cou, qui est liée à l'équilibre. Et on fait, voilà, sur une jambe. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que je vais dire top, vous devez être à une extrémité. Donc top, 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 top. Et j'ajoute de l'arythmie, etc. pour venir stimuler le cervelet en même temps, améliorer tout ce qui est précision, rythmie, etc., etc. Et en plus, améliorer les compétences auditives de ce réflexe tonique asymétrique du coup. Alors, voilà pour les exercices. On va répondre un petit peu aux questions. Tchou. C'est parti, on va reprendre les questions dès le début. Je Ça, m'appelle c'était pour toi, Clément. Clément. Qu'est-ce que tu disais? Je m'appelle Clément, c'est qui se répète du coup depuis le début. Qui t'envoie les enfants? Les médecins, les enseignants? Euh, j'ai un peu tout en fait. Médecin, non. Ok. Médecin, non. Je collabore peu avec les médecins. C'est rare les Euh, médecins qui envoient. Des fois, il y a des médecin, kinés, je sais pas si toi pareil, des physios chez toi. physio, j'ai beaucoup, en fait, j'ai beaucoup de références plutôt d'éducation. En fait, je travaille beaucoup avec certaines garderies. Donc, souvent, les garderies me réfèrent des enfants. Beaucoup de réseaux sociaux. Et puis après, c'est en termes de professionnels, ce serait ouais, c'est ça, des physios, des ergos. Je te dirais là-dessus. Médecin, c'est rare. En fait, médecin, c'est vraiment très, très rare. Hmm. Mais beaucoup enseignants, je te dirais. Ouais. Beaucoup enseignants. Parce que j'interviens aussi là-bas. Donc, c'est pour ça, moi, ça me facilite aussi le travail. Ok. Est-ce que les effets sont durables ou faut-il régulièrement qu'ils refassent des exos? Alors, c'est une question qu'on a souvent et, euh, et ça dépend en fait. Il y a des gens, Même des réponse. enfants, très très rapidement, ils vont tout intégrer et ça va se faire. J'ai déjà eu des trucs, mais exceptionnels en l'espace de quelques semaines. Vraiment, hein. En moins de 2 mois, je peux avoir des super résultats. Et d'autres, c'est plus compliqué. Et il y en a certains, tu sais, c'est un peu.
je perds en mobilité sur un mouvement, je veux réentraîner ma mobilité, mais dès que j'arrête de l'entraîner, ben, je repère la mobilité via ce mouvement. Ben, à un moment, quand tu as quelque chose qui a tendance à revenir parce que c'est ancré chez toi, ben tu vas devoir le retravailler. Après, il y a aussi euh, le fait que il y a des réflexes archaïques, on les intégrera jamais à 100%, mais ils seront toujours mieux intégrés le lendemain que la veille si tu fais tes exercices, quoi. Donc voilà. Euh, Et ensuite, pour rebondir sur cette question-là aussi, l'intégration, l'inhibition, elle peut se faire en quelques secondes. Ce n'est pas la problématique. Maintenant, si on veut que ce soit durable, je pourrais rappeler les règles de la neuroplasticité. Une de la règle, la numéro plus la 6 ou la 5 ou la 3 ou la 4 bref. La, la une des répétition. 10, une des Une des 10, 10, la répétition, l'intensité de l'exercice, ok, c'est des choses qui sont dans la les règles. Donc, fréquence. la fréquence en fait partie. Donc, il y a des choses qui doivent être respectées si on va avoir des actions durables. C'est sûr que demain, moi, je peux vraiment te faire une intégration très rapide. Mais je peux aussi te l'enlever très rapidement. Seb en était témoin il n'y a pas si longtemps, je crois la semaine dernière. En quelques secondes, j'ai réussi à inhiber un RTAC, pas un problème. Je l'ai fait revenir en 30 secondes aussi. Donc, je veux m'amuser avec les gens beaucoup. Euh, Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu travailles avec un enfant, il faut qu'il pratique. On veut surtout créer des nouveaux patterns, des nouveaux schémas, des nouvelles connexions. Pour ça, il faut que ça soit pratique régulière. Par contre, ça, encore une fois, c'est dans plus dans du coaching. Je vous dis des erreurs que j'ai faites, hein. Ça vous évitera de les faire. Ne donnez pas un plan d'1 heure à un enfant. Il ne le fera pas. Mm. Ok, c'est max 5 à 10 minutes, quoi. Même avec un adulte. Ouais, moi je pense sur les enfants, mais même avec un adulte. Mais on veut que l'enfant fasse, on veut que l'adulte fasse, on veut qu'il le fasse avec plaisir, on veut qu'il le répète. Donc moi je préfère que l'adulte qui répète tous les jours ou même plusieurs fois par jour un truc de 5 minutes qu'il ne fasse jamais un truc d'1 heure. Mm. Ouais, Donc, ce serait une grosse erreur, à je pense. préférer beaucoup sur les règles de la neuroplasticité, tu auras beaucoup de réponses déjà en termes de ton coaching ou en termes de ton suivi que tu pourrais mettre en place. Yes. Bon, quelqu'un qui avait dit, c'est intéressant de considérer que les troubles d'apprentissage, c'est un manque d'accès au cerveau, si possible, de développer. Je pense qu'on en a un peu parlé aussi pendant le webinaire. Il y a On d'autres pourrait questions? faire tout un laïus là-dessus en plus, mais vous avez compris que de toute façon, quand on parle de troubles neurodéveloppementaux, ben, ça incite que, il y a forcément une latence au niveau du cerveau. Euh, la similitude avec l'approche Brain Gym et les 4 dimensions, au bas, devant, derrière, est-ce que c'est complémentaire? Oui. Le Oui, Brain Gym, il faut le voir comme un outil, mais comme c'est le ça. réflexe archaïque est un outil, comme toute autre chose est un Comme, outil, et on comme se tout, sert de c'est ça. plusieurs outils en fonction de la cause réelle, en fait, du débalancement interhémisphérique qui aura causé la problématique. Donc voilà, et Exact. c'est savoir quel est le bon outil qui va nous permettre de venir cibler exactement les soucis qui vont nous permettre d'avancer plus vite. Ted Brain Gym, c'est excellent ce qu'ils font. RMTI, c'est excellent ce qu'ils font. Toutes les formations que j'ai pu faire, qu'Adrien a pu faire, je pense qu'on peut tous te dire que c'est excellent ce qu'ils font. Maintenant, est-ce que c'est propre au gamin que tu vas avoir en face de toi? C'est ça, parce que l'autre règle, je vais revenir sur la règle de la neuroplasticité, mais la spécificité, on veut que l'exercice soit spécifique. Et on veut que ça soit logique, avec une bonne intensité, etc. Donc maintenant, exemple, et je le dis, et je l'ai déjà dit en interview, en webinaire, etc. Les mouvements rythmiques, je suis désolé, ça fonctionne super bien. Mais c'est illusoire de faire ça pendant les premières séances avec un enfant présentant un trouble neurodéveloppemental. C'est illusoire. Jamais tu mettras ton gamin allongé pendant 30 secondes à faire un petit bercement par les pieds actif. Jamais, jamais. Alors, il va juste rester 5 secondes et 5 secondes, c'est beaucoup. Voilà, ça, c'est la réalité de terrain. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un mauvais exercice, que le rythmique, c'est super bon, c'est vestibulaire, cervelet, etc. Excellent, rien à dire là-dessus, ok? Mais la réalité, c'est que
ton enfant, tu l'as en face de toi, et il faut que tu lui répondes avec des exercices qui sont spécifiques. Et c'est ça où l'intérêt d'avoir fait plusieurs formations, d'avoir plusieurs arcs, une corde à son arc, etc., va te permettre de choisir un bon exercice à l'enfant. Moi, l'exercice rythmique, j'en ai, j'en donne, mais vraiment peut-être plus dans les 3-4, enfin, après 3-4 mois de suivi, où je vais faire autre chose avant. Euh, les os complexes, comme je vous montrais tout à l'heure, vous pensez bien que pas la première séance que je vais donner ça. On prenait exemple, je ne sais plus le nom avec les balles, tu as Brain Gym, mais tu as un truc spécifique avec les balles en croisement, etc. Ouais, t'as Balavi6 aux Ouais, États-Unis ou t'as Brain Ball en Brain Ball. France. Ça, c'est génial. Mais vraiment, moi, j'ai plein de balles. Je suis le roi des balles. J'ai 1 milliard de balles de différentes sens. J'ai plein de balles. Mais t'imagines bien que le petit qui vient d'arriver, qui a un RTSC, qui a un réflexe d'acquittement, qui a des convergences oculaires, qui n'a pas de VOR, que je lui donne ça, même si c'est extraordinairement bon, t'imagines bien que je suis à côté de la plaque si je lui donne ça. Donc, ça revient à la même chose que si vous êtes dans le milieu de l'entraînement, tu ne dis pas au gars qui vient de débuter, c'est sa première séance. OK, donc tu vas me faire un snatch avec 80 kilos et c'est parti. Quoi, tu n'y arrives pas? C'est un super exercice? Je ne comprends pas. Bah, on va faire un squat. Allez, on se met 100 kilos. Mais j'ai jamais squatté de ma vie. Je m'en fous. Go. On est d'accord, ça ne fait pas de sens. Ou je ne sais pas nager, boum, grand bain. On est d'accord, ça ne fait pas de sens. Pourquoi ça ferait plus de sens avec un enfant? C'est juste ça. Donc, l'idée, c'est de trouver le bon exercice avec la bonne, ce qui va surtout plaire à l'enfant, ça paraît con, mais au début, c'est pas mal le fait que l'enfant vienne dans ton univers, parce que c'est nouveau pour lui. Souvent, ce que vous allez proposer, c'est quand même nouveau. Ça va souvent, malheureusement, à l'encontre de ce que les médecins pourraient dire, dans le sens que les médecins, c'est Vivance, Ritalin et c'est fini. Mm. Euh, Malheureusement. Je vais généraliser involontairement, mais on se l'entend. Vous avez une approche, vous allez avoir une approche neuro sur des troubles neurodéveloppementaux. Ça paraît con hein, comme ça, mais c'est peut-être ça la bonne chose à faire. Mais ouais. Donc, je te dirais, les premières séances avec l'enfant, c'est de chercher quelque chose qui ait du fun, qu'il a envie de revenir. Donc, en fait, en vrai de vrai, on s'en presque fout de savoir s'il le fait correctement, sans rotation de sa tête, etc. Au début, on veut qu'il fasse. Et tranquillement, on ira dans la spécificité après derrière. Yes. On enchaîne avec les questions. Tu parles de tests, tu as des références, s'il te plaît? Bah, il y en a plein. On va vous expliquer après un petit peu tout ce qu'on peut voir faire, etc. Est-ce que le livre de Sally Goddard-Blythe, Prêt à apprendre les réflexes, son programme à la fin pour bilanter et faire le suivi est suffisant? C'est très bien ce qu'elle fait, Sally Goddard. Au sein de Labo, euh, on suit aussi les cours de Sally Goddard. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Est-ce que quelque chose est suffisant? Nous, on n'est pas du style à faire appliquer une méthode, mais plutôt à comprendre un système qui va te permettre d'utiliser plein d'outils de plusieurs manières. Et il y a des choses très très bien chez Sally Godard, comme chez d'autres, que ce que disait tout à l'heure Clément. Et au final, mais si on vient à toujours aller creuser plus loin, c'est que peut-être on n'avait pas toutes les réponses avec tout le monde, quoi. Donc voilà. Mais ça n'empêche que les gens qui font des suivis avec Sally Godard ont aussi des bons résultats là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais par contre, si tu te bases que sur un livre, c'est comme, tu sais, moi, je faisais la muscu en salle à 18 ans, tu sais, Mhm. et dans la salle, il y avait le livre Muscle et Fitness. Et moi, je me disais, tiens, je vais faire le programme de Muscle et Fitness du mois de janvier. Et le mois de février, il y avait un nouveau livre, Muscle et Fitness. Tiens, je vais faire le programme Muscle et Fitness du mois de février. Et puis celui du mois de mars. Fait de compte, j'avais jamais de résultat, mais parce que, en fait, ce qu'il y a dans un bouquin, c'est quelque chose de très générique, ça ne correspond pas à la personne qu'on a en face de nous. Et je peux vous donner l'exemple de 10 personnes qui vont venir me voir avec 10 TDAH et il y aura 10 exercices potentiellement différents qui vont matcher pour eux. Et si j'avais donné le même exercice, j'aurais peut-être eu que 2, 3 sur 10 sur qui ça aurait fonctionné. Donc voilà, il faut s'adapter à la personne et c'est pas la personne à s'adapter à un programme. Clément, tu fais des séances en groupe par âge. Combien de temps dure une séance avec un enfant? Ça va varier. Généralement, je fais entre 30 minutes à 1 heure. Donc, les premières séances, j'aime bien le voir 1 heure.
Mais je préviens les parents auparavant que ça peut durer 30 minutes si je vois que l'enfant, bah, s'il n'est pas réceptif, il est fatigué, je vais mettre fin à la séance, ça ne sert à rien après. Hmm. Mais après c'est une bonne demi-heure. Ouais. Je suis pas à la pièce, hein, donc ça peut être une bonne demi-heure, 40 minutes. Je vais répondre. En fait, moi, je suis pas, je fais pas payer à l'heure, je fais payer au service, dans le sens que, bien sûr, j'ai une séance à l'heure, etc., etc., ok, mais j'offre un service. Donc, c'est pas, c'est à la fin que je fais tout mon travail en 30 minutes. Bah, je fais mon travail en 30 minutes. C'est ce qui fait que aussi je peux charger aussi plus cher parce que bah, je fais mon travail en 30 minutes. Donc, c'est ça qui aussi vous permettra niveau business, en fait, le travailler différemment. Mais je suis transparent avec les parents. Ils savent que ça peut durer entre 30 et 1 heure. Mais j'écoute l'enfant principalement. Ok. Voilà, ça en a fait un peu le tour des questions qu'on avait. Et aussi un peu le pourquoi du comment on vous propose ce webinaire ce soir. On a eu énormément de demandes depuis des mois et des mois. Ça a mûri dans notre tête et en fin de compte, on va vous proposer une nouvelle formation. C'est un cours de spécialisation de Labo RNP qui va s'appeler Labo Motricité Apprentissage. Et l'objectif, c'est quoi? C'est une formation de spécialisation pour les professionnels qui travaillent avec des enfants. L'objectif, c'est Labo RNP, c'est pose les bases en fin de compte de ce système de réflexion. Et Labo Motricité Apprentissage va vous proposer d'entrer plus en détail dans les différents mécanismes de développement du cerveau, plus en profondeur parmi les réflexes archaïques, et savoir au mieux comment accompagner les différents troubles, DIS, TDAH, TSA, HPI, HPE, etc. Labo Motricité Apprentissage, c'est vraiment issu de toutes les réflexions, les constats de terrain que nous, on a mis en place. Et à la fin, on va vous proposer un système un peu clé en main pour vous faire passer à la vitesse supérieure, arriver à comprendre les différents débalancements interhémisphériques, arriver à vous faire comprendre les différentes approches, hein, verticales, horizontales, comme Clément vous a expliqué, l'ensemble des réflexes archaïques qu'on va pouvoir être amené à observer, donc il y en a plus de 20. Euh, Comment on peut aider les parents? En fait, tout ce qu'on a vu un peu aussi ce soir, mais beaucoup plus détaillé. Comment on peut s'aider nous en tant que coach ou thérapeute pour accompagner ces enfants. On va vous proposer aussi comment on travaille sur une séance individuelle avec un enfant, comment on travaille en collectif sur une séance collective, comment on travaille sur des ateliers de 2-3 heures avec des enfants et comment on travaille sur des semaines en intensif avec les enfants. Et on va vous expliquer les programmes, comment on met ça en place, les grands systèmes, les idées qui sont derrière. En gros, il va y avoir plusieurs modules. Le module 1, ça va être toute la théorie sur les hémisphères, le tronc cérébral, le cervelet, le développement du cerveau, les syndromes de déconnexion fonctionnelle et déséquilibre hémisphérique, tout ce qui est testing cadre de la séance. On va voir le testing de tonus musculaire, d'évaluation physique, le système vestibulaire plus en détail dans toutes ces problématiques d'apprentissage. Ensuite, on va avoir un module sur les différents troubles qui existent. Donc là, les 10 TDAH, mais comment on peut les moduler? Comment on peut faire en fonction s'ils sont hyper ou hypoactifs? OK? Euh, Ça, c'est développé. Alors, il n'y a pas que Clément et moi qui développons cette formation. Il y a aussi Fred, que je vous ai présenté en amont. Fred, qui est optométriste et qui nous a fait le module 3 là, sur la vision dans la prise en charge des différents troubles. Comment on peut prendre en charge les problèmes 10 en fonction de la vision, les TDAH en fonction de la vision, les différentes approches qu'on peut retrouver par le capteur visuel, les étapes du développement visuel, etc., etc. Et on a aussi un docteur qui est neuropsychologue, qui a un doctorat en neurosciences et qui est chercheur en laboratoire dans les neurosciences cognitives et qui va apporter aussi pas mal de choses sur les suivis, sur le neurofeedback, etc., que lui il met en place en cabinet parce qu'il suit énormément de TSA, de TDAH, HPI, HPE, même s'il n'aime pas les appeler comme ça, et je comprends complètement, mais c'est comme ça, tout le monde, c'est les termes actuels, les troubles 10, etc., etc. Il y aura un module complet donc sur les réflexes archaïques, où là, on va voir plus d'une vingtaine de réflexes archaïques avec les 4 testings différents qu'on peut mettre en place sur des réflexes archaïques. Certains qui sont formés en réflexes archaïques, vous allez me dire 4 testings, mais ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui sont oubliés dans la plupart des formations.
On va parler de la demande émotionnelle aussi par rapport à tout ça. On va voir l'approche neurosensorielle. On va voir comment mieux accompagner le rôle des parents, etc. Et puis le dernier module, ça sera vraiment passer de la théorie à la pratique. Alors, je regarde vos questions en visio. Alors, ça sera sur, vous savez comment on fonctionne? C'est assez similaire chez Labo. Il y aura des cours en théorie. Donc, sur une plateforme, vous aurez accès à cette plateforme et il y aura 2, 3 jours de cours en présentiel à la fin. Donc voilà, pour vous montrer en pratique comment on bosse, etc., comment on fait du testing, être le plus complet possible. La formation, donc là, on va commencer les préinscriptions à partir de ce soir et elle sera disponible à partir du 1er septembre. Thierry, est-ce que cela peut être adaptable aux jeunes en situation de handicap? Maladie psy et retard mental, ben, complètement, ce sont quelque part, il y a des troubles neurodéveloppementaux dans leur globalité, au final. Donc voilà. Et c'est adaptable, même pour être honnête, à tout le monde. Nous, on s'adresse à un public vraiment de prise en charge des enfants, mais ce que tu fais là, tu peux le faire même avec un adulte qui présente des TDAH, comme tu peux le faire avec un sportif, parce que c'est des idées en plus, une bibliothèque d'exercices supplémentaires qui va apparaître. Euh, il va y avoir plusieurs modules, donc le séminaire de 2 jours en présentiel, avec mise en place d'exercices, un manuel de formation. Il y aura un groupe privé pour pouvoir échanger là-dessus, avec une bibliothèque d'exercices aussi qui sera fournie. Il va y avoir 2 façons d'accéder à la formation. Je vous explique tout ça, vous allez comprendre, ça va être très facile. La formation, euh, il y a un prérequis. Le prérequis, je suis désolé, j'ai ouvert ma porte, c'est mon chat qui gratte à la porte. Euh, Le prérequis, c'est il faut avoir fait Labo RNP. Pourquoi? Parce que c'est un cours de spécialisation. Ça veut dire que il y a des bases qu'on donne dans Labo RNP qu'on va pas forcément redonner. Donc, exceptionnellement, comme c'est un tarif de lancement, je vous mets la petite page là qui va vous renvoyer vers la formation là, dans les commentaires. Vous avez 2 façons d'accéder à la formation. Soit vous êtes déjà sur Labo RNP et il va y avoir un tarif de lancement qui va être de 900 euros. Soit vous n'avez pas du tout Labo RNP, ok, mais par contre, vous voulez faire cette formation et on va vous faire un rabais sur Labo RNP et sur la formation motricité apprentissage et on va vous proposer la formation à 2500 euros, ce qui correspond à plus de 400 euros de remise par rapport au prix total des 2 formations ensemble. Ce Labo RNP, c'est une formation qui est à 1997 euros et LaboMap à 900 euros. Donc voilà, on fait une proposition à 2500 euros. C'est les tarifs de lancement. Le tarif de lancement, il va se faire jusqu'au 31 août ou jusqu'aux 20 premiers inscrits. Donc à partir du moment où il y aura eu les 20 premiers inscrits, on partira sur le tarif normal de la formation qui montera à 1400 euros. 900 euros, c'est la réduction, hein, puisque le tarif, c'est un tarif de pré-lancement. Donc voilà. C'est clairement, en regardant le syllabus, ça sera, sans vous mentir, ce sera la formation la plus complète sur le marché en termes de compréhension des balancements hémisphériques et possibilités d'exercice. Non, pas de possibilité de faire juste labo motricité apprentissage. Donc voilà, c'est pour ça qu'on propose un- une offre spéciale avec les deux. Mais parce que la Beau RNP va te donner des bases que tu ne retrouveras pas après. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Tu peux payer en plusieurs fois, bien sûr. Tu peux payer en 6 fois sans frais. Ouais, Fred, il a vu le squelette de la formation, c'est une dinguerie. Ouais, on en a bien parlé, on a bien décortiqué tout ça. Et, euh, Et voilà, donc vous allez avoir tout ce que nous, on applique en fin de compte dans notre quotidien avec les enfants depuis toutes ces années, la compréhension, les exercices qu'on a mis en place, comment on met en place nos suivis, comment on arrive à cette compréhension et pourquoi en fin de compte, vous allez voir qu'il faut mixer les approches parce que malheureusement, la réalité de terrain fait qu'on en a besoin. Donc voilà. Si vous avez des questions, on se donne encore 2, 3 minutes pour répondre aux questions. Et puis sinon, on va se dire bonne soirée.
Si vous avez des cas pratiques que vous avez rencontrés, que vous avez eu quelques difficultés, si vous voulez avoir un avis, avec grand plaisir aussi. Il y a Sonia qui demandait c'est illimité. Point d'interrogation. Qu'est-ce qui est limité? Une fois que tu as accédé à la formation? Oui, oui. Une fois que tu as accédé à la formation, tu as accès, comme ton labo RNP, Sonia, tu as accès via labo RNP, avec les évolutions qui arrivent, les rajouts, les études de cas, etc., etc., quoi. Audrey, merci pour le webinaire, toujours super intéressant. Natacha, merci. Bah, merci à vous, merci d'être présent. J'ai juste coupé l'enregistrement.